Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner car il y a des choses intéressantes qui se passent ici. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, liker. On est ensemble, suivons tous ensemble cette vidéo. Nous en débattons avec nos invités. D'abord, on accueille en ligne depuis Lomé au Togo, Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir au Dr Maïzou. Bonsoir à tous les auditrices et à tous les auditeurs de la radio Canal K. Merci beaucoup de nous accompagner en ligne depuis le mai. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous étiez candidat aux élections législatives et régionales du 29 avril dernier. On va aussi parler un petit peu de ces élections que vous continuez de critiquer. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'est passé lors de ces élections législatives. On accueille à Vienne, en Autriche, Dr Yves Maïzo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous souhaite une très bonne journée, ainsi qu'à mon co-débatteur, monsieur Tinjo, et bien sûr à tous vos nombreux auditeurs et auditrices qui souhaitent vraiment connaître la vérité sur ce qui se passe au Togo. Merci beaucoup, docteur Yves Maïzo. Je rappelle que vous êtes coordinateur général de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes, Togo Diaspora. Alors, puisque nous avons un homme politique dans cette émission en ligne depuis Lomé au Togo et tout se passe au Togo, justement, Dr Richard Tinjo, je le disais tantôt, vous étiez candidat aux élections législatives et régionales à Dankmen, justement. Beaucoup de candidats de l'opposition se disent traumatisés d'ailleurs par ce qui s'est passé, des fraudes à ciel ouvert, mais le peuple vous accuse, vous opposants, de n'être pas bien organisé. Vous aussi, vous êtes aussi très choqué de la manière dont s'est comporté certains Togolais par rapport à ces élections. On se laisse manipuler. Dr Jatinho. Merci Amos. Avant de commencer, je voudrais d'abord revenir sur ce concept de l'opposition qu'on a toujours à tort et à travers interprété et qui porte préjudice à cette lutte que nous menons pendant plusieurs années. Lorsqu'on parle de l'opposition, il ne faut pas résumer l'opposition à la classe politique de l'opposition. L'opposition ici, c'est sous-entendu toute personne qui est contre le mal social. Le mal social peut être la mauvaise gouvernance, ça peut être une injustice, ça peut être la gabegie. Bref, tout ce qui rentre dans le mal social, on doit pouvoir s'opposer. On ne s'oppose jamais contre le bien. On félicite, on apprécie plutôt le bien. Mais le mal, on s'oppose toujours au mal. Mais lorsque vous voyez la plupart des Togolais, on a tendance à fuir nos responsabilités et à se cacher derrière le fait que ce sont les partis politiques seuls qui sont appelés à mener la lutte pour la libération de ce peuple. Pourtant, tous nous sommes victimes de l'injustice, nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance, nous sommes victimes de la manière dont cette dictature-là nous gêne depuis plus de 50 ans. Et donc, il ne revient pas aux partis politiques de se battre pour se libérer. Un peuple qui refuse de se battre n'a pas besoin de qu'on s'apitoie sur son sort. Maintenant, lorsque nous prenons les élections qui sont une opportunité que le législateur a donné aux citoyens de pouvoir exprimer tout ce ressenti, tout ce qu'ils trouvent tout d'anormal et pouvoir le changer à travers le vote, on n'a pas compris pourquoi certains Togolais se sont abstenus d'aller à ces élections. Quand au même moment, on dit que dans le pays, ça ne va pas. Les problèmes d'inondation par là, problèmes de route, problèmes d'électricité, d'emploi, et ainsi de suite. Nous tous, nous savons ce qui se passe dans le pays. On nous doit maintenant la latitude de voter pour nos députés qui vont aller changer des lois liberticides que ce régime a mis en place. On dit net, on ne va pas à ces élections. Mais à la fin, on est prêt à accuser les leaders des partis politiques, les partis politiques qui se battent pour notre libération, comme quoi ce sont ces partis-là qui ne jouent pas franc jeu, ce sont des vendus, ce sont des corrompus, c'est des gens qui ne sont pas sincères, on n'a pas d'opposition dans le pays. Bon, finalement, qui va mener la lutte? On a l'impression que le peuple togolais n'est pas encore prêt pour le changement. Ce que nous vivons, nous c'est très bien. C'est pour ça qu'on se plaît derrière nos claviers, nos smartphones,
pour ne pas pouvoir se battre et se libérer. Vous voyez, quand les partis politiques et de l'opposition, entre guillemets, de l'opposition appellent à des manifestations pour pouvoir dénoncer la mauvaise gouvernance, les gens sont là, ils ne disent absolument rien. Le vote, vous allez dans les villages, les gens refusent d'arrêter la fraude. Eux-mêmes, ils cautionnent cette fraude parce qu'on leur donne quelques gadgets, quelques billets de banque, on les intimide et ils acceptent. Finalement, comment on pourra se libérer si nous-mêmes, on n'est pas responsable de nos actes? Ce qui nous arrive aujourd'hui au Togo, nous-mêmes citoyens, nous sommes responsables de cette situation et c'est pour ça que le régime s'en frotte les mains. Le régime ne se doute absolument de rien, il n'est pas inquiété puisque le peuple même semble être amorphe. Du coup, ils ne peuvent que changer des lois, gérer le pays comme ils veulent, parce qu'ils estiment que le peuple même n'est pas encore prêt pour le changement. D'accord, si je vous comprends bien, docteur Richard Tidjor, si je vous comprends bien, les responsabilités sont partagées alors. Les responsabilités sont partagées. Nous, les politiques, nous avons aussi notre part de responsabilité parce que parfois, dans l'impréparation, nous organisons les élections. C'est vrai que ça ne dépend pas totalement de nous parce que le régime, là aussi, nous empêche d'aller sur le terrain. Ça, il ne faut pas occulter cette réalité. Nous empêche d'aller sur le terrain, entretenir nos militants, échanger avec eux, mettre nos structures de base, les former, ainsi de suite. Parce qu'ils savent que si nous le faisons, nous prenons le terrain, ils auront du mal. Donc, ils nous laissent dans une situation un peu complexe, à telle enseigne que lorsque les élections se présentent, ils essaient à quelques mois ou bien à quelques semaines, ils ouvrent un peu l'opportunité d'envahir le terrain. Et pendant ce temps, vous n'avez pas le temps nécessaire, les moyens nécessaires d'occuper le terrain. Or, eux, pendant toute la période de l'organisation des élections, ils envahissent le terrain, ils ont l'administration, ils ont les chefs traditionnels qui sont acquis à leur cause, ils ont les préfets, même les militaires qui sont à leur cause. Finalement, vous voyez, c'est comme nous sommes en train de nous battre contre un dinosaure. Avec un bâton, tu ne peux pas combattre un dinosaure avec ce bâton. Et le peuple qui était censé aussi nous soutenir dans ce sens-là, vous allez voir beaucoup de personnes se plaindre dans les situations. Maintenant, ça dit qu'avec mon petit pain là, ça suffit, je n'ai pas besoin de faire la politique. Moi, je suis à politique. Et pourtant, les décisions qui sont prises, ce sont des décisions politiques qui agissent sur notre vie, qui fait que nous ne pouvons pas nous en sortir. Regardez cette histoire d'inondation tout dernièrement. Les rues, les rétentions d'eau qu'on a créées en pleine ville et dont l'eau a envahi les maisons. Vous voyez, tout ça, c'est la décision du politique. On a compris. Vous refusez de faire la politique. D'accord, on va continuer ce débat, mais bien avant cela, je vais voir si Dr Yves Kouyamezo est d'accord avec votre développement. Dr Yves Kouyamezo, vous avez suivi Dr Richard Tidjor. Vous savez, il faut dire la chose la plus importante. Je pense que tout ce que vient de dire mon co-débatteur est une réalité. Et je vais rajouter un point très simple. Nous sommes dans un système dictatorial, d'ailleurs ça a été dit. Dans un système dictatorial, il y a plusieurs fonctions. Il y a le système de la peur et des militaires, parce qu'il faut en parler, ces militaires qui refusent de soutenir le peuple togolais et qui, beaucoup, et de manière plutôt poltron, s'amusent à taper sur les populations civiles. C'est très important, c'est une injustice fondamentale. Le régime joue de ça. Deuxième chose, le régime sait très bien qu'une population affamée, une population qui a faim, risque de devenir une population qu'on peut facilement mettre dans un système clientéliste. Ça a été dit aussi indirectement, puisque, avant les élections, on vous fait croire que vous pouvez vous promener à l'intérieur pour défendre vos positions, et en même temps, on achète la plupart des gens. Donc, le vote des consciences. Troisième chose, la désinformation. La désinformation, c'est très important, parce que cette désinformation passe par la maîtrise des médias. Et vous savez que la plupart des médias appartiennent justement au pouvoir en place, sous tel ou tel nom, et ce pouvoir en place ne laisse pas l'espace pour que les oppositions sérieuses des patriotes puissent s'exprimer. Et j'arrive au quatrième point, qui pose le problème de l'opposition. Cette opposition, c'est un mot générique. En réalité, dans tout pays, ce n'est pas un problème propre au Togo. Vous avez des gens qui se disent dans l'opposition, et il y a des gens qui sont dans l'opposition. À l'intérieur, vous avez des partis politiques, on en a parlé, mais vous avez aussi toute la partie de la société civile, y compris d'ailleurs ceux de la diaspora. Et cette distinction qu'on retrouve d'ailleurs dans la diaspora existe.
Donc, il faut en fait éviter de parler en général de l'opposition. Moi, je ne parle pas d'opposition, je parle d'alternative. Il faut une alternative à ce système dictatorial. Et s'il y avait une alternative, alors on va faire la différence au sein de l'opposition entre ceux indépendants qui souhaitent une alternative. On trouvera toujours un consensus sur ce qu'il faut qu'on vient de faire pour ce peuple. Et ceux qui, eux, ont choisi le côté alimentaire pour soutenir le régime, le côté statu quo, parce qu'ils sont très bien dans cette fonction. Certains s'appellent centristes, certains s'appellent ceci, mais dans tous les cas de figure, de près ou de loin, visible ou invisible, ils travaillent pour le système. Donc le système fait quoi? Il fait de l'amalgame. Il utilise justement cet esprit dans l'imaginaire populaire pour pouvoir faire croire que tout le monde est dans cette même situation. Pour faire simple, faire croire que l'opposition est achetable. Ce qui, en fait, est archi faux depuis l'histoire du Togo, d'ailleurs. On peut remonter des années 60, au temps même d'Olympio, Sylvanus. Donc, le fond de l'histoire, c'est cet amalgame-là. Bien sûr, nous avons une population, notamment dans les zones rurales, qui, en termes d'éducation, ne comprend pas souvent les enjeux politiques. Donc, si je résume, l'intimidation, la peur, les militaires, le fait de donner à manger, le fait de porter un t-shirt uni et qui est un t-shirt propre que moi, je n'ai pas à la maison. Mais écoutez, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Et il faut quand même reconnaître que les plus de 60 ans d'oppression, finalement, de ce peuple, psychologiquement, les a marqués. Donc, sincèrement, je pense que vous, les journalistes, vous devez faire attention de ne pas attiser cette distinction, justement, au pays, puisque c'est ce qui intéresse le pouvoir. Par contre, de rassembler systématiquement les gens qui sont indépendants du système de Gnassingbé, les gens qui veulent faire ou qui veulent organiser, proposer une alternative et trouver un moyen de rassembler ces gens de près ou de loin, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et quel que soit tout le système d'écoute qu'a mis le gouvernement en place, parce que ce système ne peut pas perdurer ad aeternam. À un moment donné, la contre-vérité des urnes, dans ce cas particulier, les mauvaises constitutions ou les constitutions modifiées ne pourront pas tenir dans un système où, au fond, les gens subissent. C'est pas qu'ils ne savent pas, le Togolais est un martyr. La Togolaise est un martyr. Les exemples qui viennent d'être donnés sur l'eau, mais il y a bien des gens qui ont fait ces routes, non? Pourquoi ils n'ont pas fait des systèmes de canalisation? Où est passé l'argent de la corruption liée à ces canalisations? Tous ces éléments devront venir un jour devant le tribunal pour que ces gens soient poursuivis. Et qu'on sache au Togo pourquoi des gens ont pu comme ça librement prendre l'argent de l'État, ce que j'appelle la contre-vérité des comptes publics. D'accord, on va y aller. Pour les entreprises publiques appartiennent au système de UNIR. Est-ce que c'est normal dans un pays? Donc voilà quelques éléments rapidement pour vous dire que non, ne mettez pas trop l'accent sur cette histoire d'opposition, mettez l'accent sur le mot alternative. Et vous allez voir, vous allez retrouver une unité d'action. Quelles que soient nos divergences à l'intérieur, c'est qui est tout à fait normal, puisqu'une société, on n'est pas tous pareils. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, Dr Yves Kwamaezo, vivement que la diaspora togolaise surtout vous écoute et comprenne que le pouvoir a usé de tous les moyens pour décrédibiliser l'opposition. Alors maintenant, on va ouvrir ce débat citoyen. Régime parlementaire au Togo, les Togolais ne pourront-ils plus choisir leur président en 2025? Dr Yves Kwamaezo, vous avez suivi l'actualité et justement, selon le ministre Gilbert Bawara, et avec ce régime parlementaire, Faure Gnassingbé est maintenant le président du Conseil des ministres. Une suite logique de leur projet de modification de la Constitution. Finalement, Faure Gnassingbé a réussi son coup. Docteur Yves Kwamaezo, quelle est votre réaction? Mais écoutez, d'abord, le ministre Gilbert Bawara est ministre de la fonction publique. Il se présente maintenant comme le ministre de la communication publique du système Gnassingbé. Il est connu pour ça. Le seul problème avec ce ministre, et ce n'est pas l'attaquer en diffamation, c'est qu'il est toujours celui qui annonce d'avance, et je dis bien tous les coups fourrés de ce système. Parce qu'il oublie toujours de revenir fondamentalement à l'usurpation et l'abus de droit qui caractérise ce système. Alors, vous nous dites que nous sommes dans un nouveau régime. Bien sûr, puisqu'ils l'ont publié finalement au journal officiel. Mais ils avaient pu faire tout ce travail pendant qu'ils étaient dans leur mandat. Ils l'ont pas fait. Ils sont donc hors la loi. Ils auraient pu le faire avec des parlementaires qui étaient dans un régime normal pendant les 5 ans. Ils l'ont fait hors la loi.
Ils ont pu le faire en suivant les règles et les formes demandées par la Constitution de 1992, même la version qu'ils ont unilatéralement révisée du 19, je crois que c'est mai 2019, ils ne l'ont pas fait. Ils sont donc hors la loi. Et enfin, ce document qu'ils appellent la nouvelle loi et qui nous fait passer d'un régime dictatorial présidentiel vers un régime dictatorial parlementaire, il faut bien dire dictatorial parlementaire parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce régime-là est lui-même hors la loi. C'est pour ça que nous sommes en train de nous organiser pour amener le dossier devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que toutes les demandes qui ont été faites au niveau local ont été rejetées, d'ailleurs sans aucun argumentaire. Mais quand un tribunal, une justice ne vous donne pas d'arguments crédibles, mais vous êtes dans un régime dictatorial. Donc, le ministre de la communication publique d'un système hors la loi, ce monsieur Gilbert Bavara, nous l'avons écouté. Si c'est lui qui fait la voix du Togo dans un régime dictatorial, écoutez, on l'accepte. Mais il faudrait que le juge, un jour, puisse venir à ça. Que ce soit aujourd'hui ou demain, après-demain, il va falloir qu'on s'explique devant le juge et devant le respect ou pas de la Constitution, d'abord de 92 et bien sûr de la nouvelle Constitution. D'ailleurs, vous verrez que dans la nouvelle Constitution, qu'ils appellent donc, que j'appelle moi la dictature parlementaire, cette nouvelle Constitution, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle fait justement, elle a mis des articles qui n'existaient pas dans la Constitution de 92 pour se protéger maintenant de tout leur système hors la loi. Donc, s'ils étaient si sûrs que eux, et s'ils n'avaient pas les militaires ou les groupes ésotériques qui les soutiennent, notamment de l'étranger, y compris la France d'ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi un tel régime est soutenu? Et c'est là qu'on vient sur la volet économique qu'on ne va pas développer, mais il y a des ressources qui peuvent nourrir l'ensemble du peuple togolais sans aucun problème. Il y a des capacités productives, le port ou des activités, le phosphate et d'autres, des matières premières qu'on ne veut pas nous révéler, le pétrole, et tous ces éléments profitent aux intérêts étrangers. C'est ça qu'il faut dire au peuple togolais. Il faut qu'ils comprennent que d'autres usurpent leur richesse et le donnent à d'autres et leur donnent des miettes sous forme de petits t-shirts ou sous forme de petites choses juste avant les élections pour seulement les tromper. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, vous aussi, vous n'êtes pas d'accord avec ce régime parlementaire, vous l'avez dit, régime dictatorial parlementaire, c'est ce que vous dites. Donc, vous contestez toujours comme l'opposition et la société civile qui continue toujours de dire que c'est un coup d'État ou un coup de force au Togo. Alors, Dr Kijatinjo, vous me suivez, Dr Kijatinjo, vous avez suivi Dr Yves Maïzo. Alors, l'article 47 de la nouvelle constitution de la 5e République dispose, je cite, le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient président du Conseil. Le parti majoritaire ou la coalition des partis et de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Alors, d'après cet article de la nouvelle constitution de la 5e République, actuellement, le chef du parti majoritaire à l'Assemblée, c'est Florent Gnassingbé, Dr Chati Diop. Mais la société civile et l'opposition rejettent cela et parlent toujours de coup d'État constitutionnel. Effectivement, c'est un coup d'État constitutionnel. Eux-mêmes, ils sont conscients que c'est un coup d'État constitutionnel, mais comme ils sont toujours dans la logique de forcer les choses, d'imposer les choses à un peuple qui n'a plus de voix, qu'est-ce qu'on peut dire? Actuellement, nous sommes en train d'observer une forme de monarchie qui ne dit pas son nom. Une forme de monarchie qui ne dit pas son nom. Prenons leur article 47 dont vous venez de présenter. Nous savons tous que le président du parti uni, c'est l'actuel président de la République, Florent Gnassingbé. Et automatiquement, ça veut dire que l'article là est consacré à ce président. Ça veut dire que c'est lui, normalement, qui doit être le président du Conseil. Et donc, si lui est déjà le président du Conseil et que dans la suite de leur texte, tous les pouvoirs sont consacrés dans la main du président du Conseil, ça veut dire que si lui, par exemple, lui,
il arrive à soutenir les élus, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, à aller devant le Parlement, automatiquement, eux aussi sont redevables. Ça veut dire que c'est lui qu'on choisira comme président du Conseil. Et une fois qu'ils finissent leur mandat, s'ils finissent leur mandat et qu'ils repartent, et qu'il a encore la possibilité de revenir être le président du Conseil, il va encore soutenir ces mêmes personnes et ils seront redevables. Ça serait du gagnant-gagnant. Je t'aide et tu m'aides. Je t'aide et tu m'aides. Et du coup, en le faisant, ça veut dire que ça deviendra un pouvoir à vie. Maintenant, le président de la République qui a juste un titre honorifique, lui, on peut le changer. On peut le changer comme on change le Premier ministre. Parce que quand vous voyez un peu au niveau du président de la République, c'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut choisir telle personne comme président de la République. Demain, on peut choisir une autre personne. Mais le président du Conseil, si lui veut rester éternellement au pouvoir, il le restera. Parce que c'est toujours lui qui est le président du parti. Si on ne le change pas comme président du parti et qu'il est toujours président du parti, ça veut dire qu'à chaque fois où ils auront la majorité, ça veut dire que c'est lui qui sera toujours le président du Conseil. Et ça montre, nous savons déjà le régime, la manière dont le régime organise les élections dans des conditions frauduleuses. Ce régime-là va toujours organiser ces élections dans les mêmes conditions pour avoir la majorité et pouvoir toujours nous imposer la même personne. À moins que le président de la République actuelle lui-même décide, dit, mes amis, vous savez, je voudrais que vous organisez les choses dans la transparence, comme cela s'est fait au temps de, je crois, l'ancien président, c'est pas Wad, le lancé là. Quel pays? Sénégal? Sénégal, Abdou Diouf, je crois. Oui, Abdou Diouf, voilà. Comme au temps d'Abdou Diouf qui a organisé les élections et on l'a gagné, il est parti. À moins que lui-même il décide, dit, bon, vous savez, cette fois-ci, nous aussi, nous allons organiser quelque chose de façon transparente. Parce que vous voyez ce qui s'est passé lors des élections législatives régionales, ça montre à suffisance ce qui nous attend pour les prochaines élections. On ira à ces élections, même si nous allons en union, ce régime-là va toujours frauder parce que la constitution qu'ils ont mis en place, il faut forcément avoir la majorité et pouvoir nous imposer la personne qu'ils veulent. Donc finalement, docteur Jad Tinjo, avec ce régime parlementaire, pour être clair, les Togolais pourront dire adieu à l'élection présidentielle de 2025 alors. Ça c'est clair. Les Togolais n'ont qu'à oublier qu'on a les élections présidentielles. Ah là là, le réseau flotte un petit peu depuis Lomé au Togo. Alors, docteur Richard Tinjo, vous avez suivi, plutôt docteur Yves Kwame, vous avez suivi docteur Richard Tinjo tout à l'heure. On pourrait dire adieu à l'élection présidentielle de 2025, très attendue par les Togolais. Alors, la société civile continue de dire non à cette constitution-là de la nouvelle République, de la 5e République. L'opposition aussi dit on doit toujours continuer ce combat. Alors, finalement, docteur Yves Kwame, jusqu'où peut aller cette contestation de l'opposition et la société civile? Oui, je vais répondre à cette question, mais je voulais compléter un peu ce qu'a dit mon co-débatteur. Nous sommes dans un régime dictature parlementaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je soutiens tout à fait ce qui a été dit par mon co-débatteur. L'objet du changement, c'est de supprimer le suffrage universel, c'est-à-dire que le peuple togolais, le citoyen togolais ne peut plus choisir son président directement. Il ne peut plus. On lui a enlevé la possibilité de choisir son président, même si ça se fait avec des élections frauduleuses ou des élections sans vérité des urnes. Premier élément très important. Maintenant, la dictature parlementaire dont je vous parle s'est transformée en dictature du parti uni, RPT uni. C'est très important que les Togolais comprennent cela. Il s'agit d'une dictature parlementaire qui a fait un coup d'État parlementaire, qui est devenu un coup d'État constitutionnel en usurpant et en mettant fin à la Constitution 92 pour prendre celle maintenant de mai 2024, pour maintenant imposer une dictature du parti UNIR. C'est très important parce que c'est à partir de là que les militaires
vont venir soutenir cette dictature-là. Et cet ensemble-là va empêcher, comme vous l'avez justement dit, que les gens puissent faire leur choix, ce qu'on appelle l'autodétermination dans le choix des représentants qui doivent diriger le pays. Alors, la société civile, bien sûr qu'elle continue à contester. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre si elle est indépendante? La diaspora togolaise indépendante dit la même chose. Et nombreux sont-ils, ces Togolais et ces Togolaises, qui disent aussi non. Donc, cette grande majorité des Togolais, cette majorité, qu'elle se soit abstenue ou qu'elle continue à dire non, il faut reconnaître que la très grande majorité de ce peuple ne veut pas du système Gnassingbé, ne veut pas de ces injustices et ces abus de droit dont on a parlé tout à l'heure, ne veut pas de la dictature du parti UNIR à travers des élections frauduleuses et qui sont arrivés avec une dictature d'un système présidentiel qui est passé à une dictature d'un système parlementaire. Alors, il faut trouver maintenant comment réunir des patriotes. Il faut pouvoir se proposer ou proposer des projets de société, des alternatives, des projets de transition. Entre des gens patriotes qui ne sont pas dans la mouvance du parti UNIR. C'est très important. On nous parle tout le temps de réunir. Non, cette fois-ci, il faut vraiment séparer pour que le jeu soit clair. Ceux qui veulent défendre et manger avec le système en place, mais qu'ils le fassent. Mais ceux qui veulent une alternative, il faut quand même la préparer. Et c'est ce que nous disons depuis des années, depuis 2010 en fait. Malheureusement, c'est une approche qui n'a pas encore été bien comprise et qui apparemment n'est pas encore suivie. Donc, apparemment, puisqu'il faut passer par un certain nombre d'échecs des diverses stratégies qui ont été adoptées par les différents partis politiques du Togo, peut-être qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, en mettant de côté ceux qui veulent le statu quo, en mettant de côté ceux qui sont des partis alimentaires ou des sociétés civiles alimentaires, il faut se retrouver avec des gens indépendants qui veulent construire quelque chose comme une alternative à Faure Gnassingbé. C'est de ce document, de ce programme écrit que nous pouvons maintenant défendre nos positions auprès des gouvernements extérieurs au Togo d'abord, africains, internationaux, pour pouvoir avoir une crédibilité qu'on peut remplacer ce gouvernement. C'est très important. Les gens ne se rendent pas compte de cette importance de l'international. Il faut pouvoir démontrer qu'on peut remplacer ce que fait Faure Gnassingbé. Et on ne peut pas faire ce qu'il fait. Donc vous comprenez bien que ceux qui défendent les intérêts étrangers au Togo vont avoir le soutien de ceux qui veulent prendre les richesses des Togolais et partir avec. Donc on n'a pas beaucoup de choix en réalité pour pouvoir trouver des partenaires, mais le point de fondamental et d'unité du peuple togolais indépendant passe par la rédaction d'un document commun que nous appelons, nous, le projet de transition politique qui permet de présenter une option, une alternative crédible et politique pour l'après-Faure. Quand vous allez avoir ça en place, notamment l'extérieur va commencer à vous prendre au sérieux, même les militaires pourront se diviser et les militaires patriotes rejoindre justement ce mouvement qui peut conduire au départ et à la démission de tout ce système Gnassingbé. Eh bien, merci, Dr Yves Kamazo, pour ce développement qui a encore éclairé la lanterne de nos auditeurs togolais, surtout et panafricains. Alors, dans cette situation très compliquée, puisque vous parlez d'un régime dictatorial parlementaire, alors peut-on envisager un dialogue pour permettre une certaine conciliation des positions? Alors, je comprends votre question, sauf que votre question est quand même mal posée, ou plutôt elle est imprécise. Vous savez, le bon Dieu lui-même ne fait pas de dialogue avec Satan, sauf dans l'Ancien Testament. Hein, mais au Togo... Et surtout au Togo, on a fait plus de 28 dialogues quand même aussi. Ça, c'est vrai. Voilà, tout à fait. On a fait plus de 28 dialogues et beaucoup de recommandations très, très intéressantes et souvent opérationnelles que ce régime dictatorial a refusé de mettre en œuvre avec le soutien notamment de la France et de l'Union européenne en général. C'est de là que vient l'ensemble du problème. Donc, si c'est pour faire un autre dialogue où on va rouler le peuple togolais dans la farine de manioc, que nous connaissons sous le nom de Gari, je ne pense pas qu'il faut envisager ce genre de dialogue. Par contre, oui, il faut se parler parce que le fait de se parler permet de savoir qui
est réellement pour une alternative à Faure Gnassingbé. Que ce soit des partis politiques, que ce soit des associations, etc. C'est très très important. Parce que ces gens indépendants ne peuvent plus tomber dans le piège de la peur, de la méfiance, du clientélisme. C'est ça qui bloque la lutte de manière générale, quel que soit l'endroit où on se trouve. Nous avons déjà même commencé à proposer un projet de transition politique qui va servir de base pour ce qu'on appelle, nous, une conférence inclusive. C'est-à-dire que nous allons débattre entre des gens indépendants pour améliorer un document qui va servir d'alternative, qu'on appelle projet de transition politique, à Faure Gnassingbé. Ce document doit obligatoirement être élargi à toute personne qui est indépendante et qui veut une alternative. Je ne veux pas utiliser le mot changement parce qu'on peut faire le changement dans la continuité. Donc, on veut une alternative. Et donc, le mot opposant, là, il faut le mettre de côté et laisser les gens le gérer tel qu'ils le gèrent aujourd'hui. C'est très important. Nous sommes allés même très loin. Nous avons même parlé jusqu'à 21 approches très importantes là-dedans, que si un jour des personnes sont intéressées, on peut les inviter pour commencer à discuter cela. Ce document étant prêt, sachez que ça va permettre d'aller auprès des Occidentaux, auprès des Asiatiques, auprès de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, pour obtenir du soutien. Pourquoi? Parce que nous avons démontré dedans que c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance. Petrolgate, Covidgate, et on peut en parler plusieurs, les routes, quand on a dit au départ, tous ces éléments empêchent le transfert de la richesse produite au Togo vers les populations. Et c'est ce gouvernement qui est responsable. C'est ça. Et monsieur, qu'on a dit au début, le ministre de la Communication, plutôt le ministre de la Fonction publique devenu ministre de la Communication, n'en parle jamais de la corruption de son système. On se demande pourquoi M. Gilbert Baoura ne parle jamais de corruption au Togo, comme si la corruption n'existait pas. Et là, c'est un ministre de la Communication qui est devenu très muet sur ces sujets le plus important et qui fait que le peuple togolais n'ait pas ses richesses. Oui, il faut un dialogue, mais ce dialogue doit se faire avec toutes les personnes de bonne volonté, compétentes, qui ne sont pas dans le système de Faure Gnassingbé, qui ne sont pas dans le système des militaires, qui font de l'abus de droit et l'abus de pouvoir dans ce pays. Cette distinction doit être faite. On ne dialogue pas avec n'importe qui. Et comme le Togolais aime beaucoup Dieu, il faut leur rappeler. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas avec Satan. Donc, en tout cas, ce n'est pas fort ce que vous dites là, puisque vous, c'est comme si vous qualifiez ce pouvoir de Satan. Vous assumez ce que vous dites, Dr. Yves Kwamaezo. Mais je vous dis que le bon Dieu lui-même ne parle pas avec Satan. Chacun au Togo est citoyen, chacun verra qui est Satan et qui est Dieu. Docteur Richard Tignon, vous êtes homme politique dans ce débat citoyen. Donc, dans cette condition, docteur Yves Kwamaezo pense qu'un dialogue sera très compliqué dans le cas togolais. Que répondez-vous? Avant que je n'aborde cette question, permettez que je revienne un peu sur l'article 35 de leur constitution, leur nouvelle constitution, qui présente un certain nombre de situations inconfortables pour le peuple togolais. On parle du président du Conseil qui sera élu, du président plutôt de la République qui sera élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Une fois, le président du Conseil qui est ici, qui a tous les pouvoirs de l'État, qui est choisi dans le camp du parti majoritaire. Et nous savons aujourd'hui que le parti majoritaire, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti unique qui est majoritaire. Et du coup, ces députés qui sont à l'Assemblée seront redevables au président de leur parti. Ça veut dire que ce président du parti peut rester à vie au pouvoir. Parce qu'à chaque fois qu'il aura l'opportunité de soutenir ses militants pour avoir la majorité à l'Assemblée, ils le choisiront comme leur président du Conseil qui a tous les pouvoirs. Et on est en train de basculer indirectement dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Et qui dit monarchie dit tout ce qui va se faire dans ce pays-là sera à l'avantage du parti au pouvoir. Et les élections n'auront plus de sens. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé avec les élections législatives et régionales. La manière dont ils ont innové leur fraude, la manière dont ils ont traficoté les résultats, et les institutions qui sont capables de dire la vérité n'ont pas pris le temps nécessaire de faire des enquêtes, des investigations pour au moins ressortir une part de vérité, c'est vraiment déplorable.
C'est déplorable. Et dans cette situation, regardez ce qui va se passer en 2025. Ça veut dire qu'en 2025, si on doit organiser les élections locales, ils auront aussi la majorité des mairies. Nous savons aujourd'hui que dans tous les cas, ils ont la majorité des mairies, les mairies qui ne fonctionnent pas, à part les légalisations des pièces qu'ils ont innové, les mariages que les gens le font facilement parce que ça réduit les tracasseries. Le reste, les infrastructures, les routes, les questions de quoi le consort, vous voyez la manière dont les choses se présentent dans le pays. Donc ça veut dire que c'est extrêmement grave. Ce parti-là est en train de nous conduire vers un parti unique. Et c'est un parti qui n'est pas prêt pour le dialogue. Ils peuvent dire qu'ils veulent le dialogue, mais ils ne sont pas sincères. Donc vous rejoignez Dr Yves Kwame-Aïzo qu'on ne peut pas dialoguer avec Satan. Je ne les qualifie pas de Satan, mais c'est leur attitude qui montre que c'est des gens qui ne sont pas prêts pour le dialogue. C'est quand ils ont chaud, quand ils ont la pression de la population, ils ont la pression de la société civile, qu'ils acceptent dialoguer avec l'appui d'un médiateur ou d'une autre personne qui sera là. Et cette personne, vous savez, le régime fait tout possible pour l'avoir à sa cause, afin de flouer les gens dans ce dialogue et reprendre encore la main. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2017. En 2018, avec la crise, où la CEDEAO est venue flouer, reprendre la main et le remettre à ce régime qui aujourd'hui a endurci les choses. Donc ce régime, ce n'est pas un régime qui dialogue, qui accepte un dialogue sincère. Il va vous dire oui, le dialogue c'est un simple mot, mais dans les faits, ce n'est pas réellement un dialogue. Prenez le cas de la CBJR. Combien de recommandations la CBJR n'a pas eu à faire? Est-ce qu'ils ont pris ça en compte? Ce régime n'est pas prêt pour le dialogue. Si nous voulons que le pays là décolle, que tous les Togolais contribuent au développement de ce pays, que ce soit la diaspora, que ce soit les citoyens qui sont dans ce pays, il faut que ce régime-là cesse de prendre le Togo comme sa propriété et qu'on pense véritablement à l'intérêt de la nation. Vous avez vu les élections qui se sont passées, la diaspora n'a pas contribué, alors que la diaspora contribue énormément dans la balance économique du pays. Si ce n'est pas à cause de la diaspora, les Togolais mourraient de faim. Les Togolais mourraient de faim. Nous savons que dans chaque famille, au moins, vous avez un proche qui est dans la diaspora qui pourra envoyer de l'argent pour vos soins, la scolarisation, l'alimentation et autres, les activités. Si la diaspora contribue financièrement dans la balance de l'économie de l'État et que cette diaspora ne peut pas se prononcer sur le plan politique, finalement, de quel dialogue parlons-nous? C'est de quel dialogue? Ils ont mis en place une structure qui doit être le porte-parole de la diaspora et le ministère des Affaires étrangères. Où est-ce que nous en sommes avec cette structure-là? Ouais. Donc ce régime n'est pas prêt pour le dialogue. Ils vont vous dire qu'ils veulent faire le dialogue, mais sincèrement, derrière ce dialogue-là, ils ont leur intérêt qu'ils veulent imposer aux uns et aux autres. D'accord, on a compris. Alors, docteur Yves Kwame-Aïzo, on va parler maintenant un peu le côté juridique même de cette modification de la Constitution, puisque d'éminents constitutionnalistes du côté de l'opposition, que des juristes du côté du pouvoir, surtout du côté du pouvoir, pensent que c'est eux qui ont la raison, qui ont quand même raison par rapport à cette modification. On en brûle un peu par rapport à la question juridique. Alors, la promulgation a été faite après les élections législatives du 29 avril dernier. Justement, c'est la date de promulgation qui est celle d'entrée en vigueur de la loi. Je rappelle que vous êtes aussi juriste. Alors, docteur Kwame-Aïzo, les élections ont été organisées avec les dispositions de la Constitution de 1992 et donc, les nouveaux députés sont élus avec les dispositions de la dite loi fondamentale. Alors, cette nouvelle législature serait-elle ou peut-elle être menée sur la base du nouveau régime, docteur Kwame-Aïzo? Alors, je pense qu'il faut clarifier deux choses. Les élections frauduleuses et la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais juste deux précisions avant de répondre à votre question. Dans la nouvelle Constitution, ce sont les articles 35 qui s'occupent du président de la République qui n'a plus de pouvoir. Et c'est l'article 47 qui s'occupe du président du Conseil des ministres qui a tous les pouvoirs. C'est très important de citer ces deux, puisqu'on a simplement inversé les pouvoirs pour créer une dictature parlementaire, une dictature du parti, unir,
avec des élections frauduleuses. J'insiste beaucoup dessus. Sur le rôle de la diaspora, dont a parlé mon co-débatteur au Togo. Je rappelle que diaspora veut dire à l'extérieur du Togo, c'est les Togolais de l'extérieur. Quand un gouvernement, à travers son ministre des Affaires étrangères, crée une diaspora qui vit au Togo, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? La diaspora, c'est à l'extérieur. Et elle doit s'organiser de manière indépendante à l'extérieur. Nous sommes la 6e région que l'Union africaine a adoptée. Au même titre que n'importe quelle région, maritime ou méridionale, etc. Pourquoi on n'a pas un budget? Je rappelle d'ailleurs que la plupart de ce qui est mis en œuvre maladroitement par le ministre des Affaires étrangères vient du Conseil mondial de la diaspora togolaise, CMDT, qu'a dirigé le feu docteur Amouzou. Et c'est là-dedans, nous avons fait plusieurs recommandations, qu'ils ont extrait des recommandations et qu'ils ont mal appliquées pour enlever notre organisation et aller faire ce qu'ils font aujourd'hui au Togo. C'est très important pour montrer que ce régime divise la diaspora entre ceux qui sont indépendants et ceux qui ne sont pas. Alors, sur votre question, il ne faut pas mélanger les procédures juridiques. Il y a une procédure qui est pour les élections législatives et régionales qui se sont faites hors délai constitutionnel avec un abus de pouvoir et que j'appelle moi le coup d'État législatif et constitutionnel. Et ça aboutit à un changement radical, unilatéral, entre parenthèses, sans l'avis du peuple togolais, puisqu'on n'a pas pu donner notre avis, sur le passage de la Constitution de 92, 3e révision de mai 2019, à la nouvelle que vous citez, c'est-à-dire le mai 2024. Ça, c'est un élément de base. Que ça a été promulgué avec du retard, mais vous savez, ce régime n'est plus à un ou deux ou plusieurs vices de forme ou vices de procédure près. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous voulons aller devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour les faire condamner d'abord pour vice de forme, le faire condamner pour vice de procédure, et bien sûr, si la CEDEAO l'autorise, aller sur le fond du dossier. On ne peut pas interdire à un pays de changer de constitution. C'est pas ça le propos. Vous savez que l'Afrique du Sud fonctionne sur la base d'un régime parlementaire. Donc, docteur Yves, pour être clair, en termes de droit, le pouvoir a tort. C'est un coup de force, c'est ça? Il faut pas. Oui, mais il faut pas faire des raccourcis comme ça. Le régime est un régime dictatorial. Donc, dans un régime dictatorial, il n'y a pas de droit. Il n'y a que des abus de droit. Le droit est écrit pour ceux qui veulent bien lire la Constitution. D'ailleurs, elle était très bien, la Constitution de 92. Comment petit à petit, on a fait sauter tous les articles qui disent qu'on ne fait que 2 mandats et pas plus. Et tout ceci est illégal jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs que Collectif pour la vérité des urnes et l'ensemble du réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, nous avons déposé une plainte depuis plus de 3 ans maintenant à la Cour de justice de la CEDEAO. Et que, en fonction de ça, nous avons appris qu'un certain greffier togolais a été plus ou moins appelé à venir gérer le dossier de la greffe de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc vous voyez bien que ça dérange quand nous mettons en cause les vices de forme, les vices de procédure, et voire même les vices de fond de ce gouvernement sur l'ensemble de son système constitutionnel qui constitue des coups d'État constitutionnels. Et celui qui vient d'arriver, et celui qui vient de se faire, est bien un coup d'État constitutionnel, appuyé par les pays occidentaux. Le problème, c'est qu'il faut que nous puissions démontrer sur le plan juridique que c'est bien cela, puisqu'on ne peut pas passer par les tribunaux locaux, ça ne fonctionne pas. Et il faut ensuite, je vous dis, proposer une alternative. On ne peut pas systématiquement dire que ça ne va pas, que ça ne pose pas, et passer notre temps à dire que ce régime nous exploite, nous vole et est frauduleux. Qu'il soit ceci ou cela, moi je n'ai pas de problème sur la qualification. C'est une dictature. Vous pouvez maintenant le qualifier autant que vous voulez. Maintenant, si vous voulez aller ou donner une chance pour le futur, il faut faire une proposition ou des propositions. Et il faut que ces propositions soient faites par des gens indépendants. Et si ces gens indépendants ont le courage de venir ensemble discuter cela, alors ils vont trouver un consensus sur un document commun à une alternative commune à l'ensemble du peuple togolais, qu'ils pourront maintenant présenter. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'idée, c'est que cette proposition soit décentralisée. C'est-à-dire que quand vous le mettez à Tablibo, à Néro ou d'Apaon ou Kara, les gens de cette localité peuvent l'adapter
l'adapter. Je vous dis, de prendre un exemple très simple. Quand vous avez un document qui propose tel ou tel aspect dans le domaine de la santé ou du sport, c'est pas la même chose qui va être demandé à Daparon, à Nero ou bien à Kara ou à Palimé. C'est ça, cette décentralisation qui crée l'esprit de la démocratie, qui fait participer les populations, qui fait ce qu'on appelle l'inclusivité. Malheureusement, ce gouvernement dictatorial, dictature parlementaire, dictature constitutionnelle, dictature de parti, aujourd'hui, veut empêcher ça. Alors, bien sûr, ça a été... Comment on fait ça? Ben, on empêche les médias, les journalistes de fonctionner, ou on les achète. On va même chercher des journalistes à l'étranger pour venir faire le travail. Donc, vous voyez bien que c'est tout un ensemble de choses. Donc, dire que ce n'est pas bien, d'accord. Mais il faut arrêter de passer son temps à toujours dire que ce n'est pas bon ou ça ne marche pas. C'est un élément fondamental. Il faut proposer maintenant des alternatives crédibles que et c'est la question justement et c'est la question soutenir. Tout à fait, c'est la question que se posent beaucoup de Togolais justement après Dr Richard Tinjo, justement après ces élections législatives du 29 avril dernier. On s'est posé beaucoup de questions, hein. Donc beaucoup de partis politiques, hein, ou bien de leaders de l'opposition sont choqués. Vous-même vous l'avez dit, très déçus, très abattus également, mais pas découragés. On dit découragement n'est pas togolais. Comment continuer cette lutte là? Vous l'avez écoutez tout à l'heure, Dr Evekou Amezo a fait également le droit sur le plan droit aussi, hein, c'est illégal ce qui se passe au Togo, hein, quand on parle de 5e République, ce régime, régime parlementaire, Dr Evekou me l'a dit, hein, régime parlementaire dictatorial. Alors, Dr Richard Tinjo, vous l'avez vu, la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout, Togo Debout, c'est un Front citoyen Togo Debout, prend maintenant la relève, dit non, on doit tout faire pour reprendre la sensibilisation, la mobilisation. Que doit-on faire concrètement? Mais vous, parti politique, je ne pense pas que vous avez aussi baissé les bras, Dr Richard Tinjo. Non, nous n'allons pas baisser les bras parce que le mal qui nous gangrène est tellement profond que si nous baissons les bras, ça serait la mort subite. Nous avons obligation de continuer la lutte. C'est un peu comme lorsque le corps est malade. Vous n'allez pas abandonner, même si vous savez que vous allez finalement mourir, vous allez quand même faire ce qui vous revient pour pouvoir tenter de sauver votre vie. C'est un peu la situation du Togo. Aujourd'hui, les citoyens doivent comprendre qu'au lieu de laisser cette lutte-là dans les mains des partis politiques et de quelques organisations de la société civile, il faut que tout le monde s'implique. Il faut que tout le monde s'implique. Regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont dans le divertissement. Les gens sont dans des choses mondaines qui ne vont pas les aider à sortir de leur situation. On dirait que la révolution dont on parle se fait beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui, la révolution se fait plus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des gens tellement accro avec des arguments pas possibles, ce qu'il faut faire. Mais lorsque vous demandez de sortir pour faire une manifestation, vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne. La seule chose que vous pouvez retenir, c'est que non, c'est des corrompus, c'est des vendeurs et des vendus. Aucun de ces leaders ne peut renverser ce régime. Autant de propos qui n'encouragent pas la lutte. Pourtant, nous sommes dans ce mal social-là. Je l'ai dit la dernière fois, les inondations qui sont arrivées et qui ont envahi les maisons des gens. Est-ce que cela a envahi les maisons de ceux qui se battent pour se libérer de cette dictature, ou bien l'eau a envahi tout le monde? L'eau a envahi tout le monde. Mais la minorité n'a pas eu de l'eau dans sa maison. Si eux aussi avaient eu de l'eau dans leur maison, je suis sûr qu'ils allaient réfléchir plus rapidement et trouver des solutions. Mais c'est ce que le peuple ne comprend pas. Docteur Richard Tinjo, une question directe. Oui, on dit souvent que l'opposition est tellement fragilisée, divisée, mais le même problème se pose aussi au niveau de la société civile. Est-ce que vous, parti politique, allez-vous aider maintenant la société civile à prendre le devant à prendre la relève? C'est la question que se pose beaucoup de Togolais. Moi, je dirais que cette lutte-là doit revenir aux citoyens. Citoyens, en tant que citoyen togolais, pas en tant que simplement militant d'un parti politique ou de la société civile. Parce que c'est là que les gens se cachent derrière pour laisser la lutte à certaines organisations de la société civile ou à des partis politiques. Il faudrait que le Togolais lui-même comprenne que son destin, il doit le prendre dans la main. Ce n'est pas le bon Dieu, comme le docteur Amezo l'a dit, ce n'est pas le bon Dieu qui viendra le faire.
J'ai même suivi un message du Monseigneur Bariga, un message très poignant, qui montre que nous devons nous battre. C'est à nous de nous battre. N'attendons pas que Dieu vienne nous aider. Battons-nous pour que Dieu puisse nous aider. Mais si les gens continuent toujours pas à penser que c'est la société civile, c'est les partis politiques qui doivent mener cette lutte-là, le régime va toujours nous diviser. La preuve, regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à l'Assemblée. On a 5 députés. Les 5 députés-là, il y a 3 qui sont en train de siéger et 2 autres qui refusent de siéger. Vous voyez, tout ceci, ça rentre dans l'intérêt de ce régime-là. Parce que, en le faisant ainsi, vous verrez, les gens vont se dire, voilà, l'opposition est divisée, voilà les gens qui ne sont pas conséquents, ils ne veulent pas aider le peuple. Pourtant, ce qui est en train de leur pousser à se positionner à l'Assemblée ou à ne pas se positionner dans l'Assemblée, c'est par rapport au contexte, à la manière dont les choses se présentent. Ceux qui sont à l'Assemblée se disent, sont à l'Assemblée pour écouter ce qui se passe et informer le peuple afin que le peuple soit mobilisé. Ceux qui disent, non, nous n'irons pas à ces élections, ils ne veulent pas être accusés de collaborer de ce régime. Et pourtant, le régime, dans tout ça, là, c'est le régime qui profite. Les élections à venir viendront. Les locales qui viennent là. Est-ce que ceux qui ne sont pas allés à l'Assemblée iront à ces élections? S'ils y vont, on leur dira, vous avez refusé d'aller à l'Assemblée, pourquoi vous allez pour les locales? Finalement, vous êtes les mêmes. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour le pays, vous êtes en train de vous battre pour vous vendre. Et quand vous entendez les propos des Togolais sur les réseaux sociaux, sincèrement, Amos, ce n'est pas encourageant de se battre pour ce peuple. C'est de les laisser à leur triste sort, pour qu'ils subissent jusqu'au jour où eux-mêmes comprendront que... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'est pas totalement d'accord avec vous, hein, parce que tout est question de sensibilisation, d'éducation politique aussi. Est-ce que vos partis, on ne vous accuse pas, je ne sais pas si vos partis politiques, vous avez assez sensibilisé, vous avez assez éduqué les militants, les sympathisants, puisque tout a commencé aussi entre leaders politiques. Aussi, c'est ça qui fait que le peuple aussi est un petit peu divisé. On comprend qu'il y a toute une pagaille aussi au niveau des réseaux sociaux quand même. Oui, en fait, ce n'est plus une question de sensibilisation. Ce n'est plus une question de sensibilisation, c'est une question de bon sens. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de l'emploi, celui qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour, celui qui n'arrive pas à se soigner, celui qui n'a pas la route pour aller exploiter ces produits. Les enfants qui n'ont pas les salles de classe, l'hôpital, ainsi de suite. Est-ce qu'on a encore besoin de sensibiliser quelqu'un qui ne connaît pas la réalité de ce pays et il attend qu'on le sensibilise? C'est une fuite de responsabilité. Tout le monde est conscient du mal social que nous vivons dans ce pays-là. Donc vous estimez que beaucoup de Togolais sont atteints du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire maintenant on veut accepter, on a l'impression que nous sommes atteints du syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'on préfère faire l'éloge de celui qui nous torture que de soutenir celui qui se bat contre celui qui nous torture. C'est l'impression que nous avons dans cette lutte-là. On se bat pour des gens, mais c'est les mêmes personnes qui vous découragent, qui vous disent vous ne foutez rien. Ceux-là sont mieux que vous. Pourtant, la même personne souffre. Prenez les médias ici. La façon dont ils n'arrivent même pas à se prononcer. Mais quand vous entendez les analyses de certains journalistes, vous n'allez pas vous imaginer que ces personnes-là qui vivent dans la misère puissent tenir de tels propos. Maintenant, qui va soutenir la société civile? Si les partis politiques soutiennent la société civile, on dira oui, la société civile là, est proche des partis politiques, ils sont des politiques, ils ne sont pas en train de travailler de façon autonome. Si c'est les partis politiques, on dira ils n'ont pas de moyens. Et pourtant, les gens ne contribuent pas, les gens ne cotisent pas, les gens ne soutiennent pas les leaders des partis politiques pour mener cette lutte. Nous tous, nous souffrons. Maintenant, on rejette le tort sur ceux qui se battent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien réfléchi? C'est pour ça que je dis, on a l'impression que ce peuple-là n'est pas encore prêt pour le changement. C'est pour ça que le régime aussi joue sur le fait que nous-mêmes ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes, c'est-à-dire les citoyens. Quand je dis citoyens, c'est tout le monde. On n'est pas conséquent envers nous-mêmes. C'est pour ça que le régime continue toujours pas à développer ses stratégies. D'accord. Je ne partage pas totalement votre avis, mais je ne sais pas ce que pense Dr Iveco Amaïzo. Vous l'avez suivi, Dr Iveco Amaïzo? Vous savez, moi, dans ma position et l'ensemble des gens qui travaillent avec nous, nous ne mettons quasiment jamais le peuple togolais en cause. Je vous ai dit tout à fait au début, nous sommes dans une situation de dictature et donc la dictature a organisé la pauvreté, la peur,
les militaires jouent le jeu du dictateur et les organisations internationales et même des pays, notamment bilatérales, soutiennent cette injustice fondamentale. Donc le peuple c'est une entité victime. Le citoyen togolais, homme comme femme, sont des victimes. Donc moi je ne veux pas les condamner, quel que soit un certain nombre d'erreurs qu'on peut de toute façon identifier. Moi mon problème est que c'est une structure où on a toujours suivi des individus qui se trouvent être des individus de partis politiques. Et ce système ne fonctionne pas, puisqu'on voit le résultat qu'il y a au Parlement. Bien sûr, il y a la contre-vérité des urnes, il y a la fraude, etc. Bien sûr, il y a tout l'historique des militaires qui ont tapé les gens. Mais le résultat est là. D'autres ont voulu faire des manifestations. Tipeee Achadam a pu manipuler l'ensemble. Le résultat est encore là. Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. Donc, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que les citoyens togolais, qui sont pour l'essentiel des martyrs, considèrent-ils, ces citoyens, donc, que de nombreux responsables politiques ou d'organisations de la société civile, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont crédibles en tant qu'individus pour mener la lutte? Parce que c'est d'abord ça. Si vous n'avez pas des gens qui veulent vous suivre, qu'ils ont peur, qu'ils ont faim, il faut se poser la question. Moi, je retournerai la question à l'envers. Ce n'est pas qu'ils ont contre nécessairement ceux qui luttent. Je pense que au fond d'eux-mêmes, ils soutiennent tous les gens qui font des efforts. Mais il y a une vraie démobilisation actuellement au Togo qui vient au fait que, et c'est une sorte de fatalité que veut organiser le système Gnassingbé. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Mais un système de démobilisation a été mis en place pour que les gens ne se battent plus. Alors, nous, notre solution, c'est celle-ci. On veut mettre en place un projet politique que toute personne censée compétente peut porter, et c'est une équipe qui va le porter. Et c'est très important pour nous. Il faut que le peuple togolais ou les citoyens togolais cessent de venir toujours soutenir des individus, quels qu'ils soient, et quelle que soit la valeur de ces personnes, mais soutiennent un projet, leur projet. Ce projet sera décentralisé pour que eux, ils se trouvent. D'accord. Il y a un intérêt direct. Docteur Yves Guamaïso, une question. Est-ce que vous êtes oui. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Instagram et autres, ou TikTok? Est-ce que vous voyez un petit peu, nous sommes au temps des réseaux sociaux quand même, hein, puisque les hommes politiques maintenant ont compris, il y a toute une pagaille organisée sur les réseaux sociaux, au fait, dans le milieu togolais. Je pense que le journaliste Salut Ferdinandité, il a dit, on est vraiment invité, et il y a des gens qui le font sciemment, toute une pagaille organisée pour démobiliser le peuple togolais. Le problème de tout ce que vous dites, c'est pas le réseau social. Vous savez, vous faites toujours des raccourcis. Le problème de la désinformation, elle est d'abord officielle. Regardez les médias que vous avez au Togo. Où est-ce que vous avez des débats contradictoires sérieux, où on peut parler d'économie, de politique, de la loi de finances, pourquoi tel budget a été affecté, pourquoi le pétrole n'est pas inscrit comme il faut au budget togolais, pourquoi la sécurité sociale togolaise n'est pas fournie, on parle de mal social, pourquoi ce social n'est pas été financé? Pourquoi les hôpitaux ne fonctionnent pas? Où sont passés les papiers WC de l'hôpital de référence qui est Sylvanus Olympio au Togo? Pourquoi l'hôpital est coupé en deux? Il y a une partie militaire, il y a une partie civile. Pourquoi les analyses doivent être faites dans d'autres hôpitaux ou d'autres cliniques qui appartiennent à des gens du pouvoir? Voilà des débats intéressants. Donc, votre problème de la désinformation, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez, ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde officiel. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi les gens vont faire les bagarres, des luttes dans les réseaux sociaux, dans le réseau social. C'est ça le fond de l'histoire. Les gens n'ont plus le courage d'aller dans la rue. Et donc, la désinformation s'est exportée aussi dans les réseaux sociaux. Mais si les Togolais veulent écouter quelque chose qui n'est pas fiable, c'est son problème. C'est pas dans le réseau social que vous allez trouver de l'information. Il faut s'asseoir pour discuter qu'est-ce que nous voulons faire ensemble pour ce peuple, pour que ça aille dans le bien et que les richesses. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose pour le peuple togolais. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu vous choquer. Hein. Nous, entre-temps, on n'est pas présent tout le temps sur le réseau social, ou bien les réseaux sociaux. On a plus du temps, on a plus de 3 mois sur TikTok, sur Instagram, sur WhatsApp. Franchement, tout ce qu'on voit, au fait, la rédaction de radio à volonté, c'est toute une pagaille organisée. Quand on organise une émission de ce genre, les gens ne le partagent pas massivement, mais quand on insulte, quand on diffame, c'est ça que les Togolais l'acceptent facilement. Et ça tue la lutte. Je pense que c'est ce que veut insinuer Dr. Jatinho. Exactement, c'est ce que je suis en train d'insinuer. C'est ce que je suis en train d'insinuer. Vous êtes en train de mener une lutte où vous avez besoin du soutien de tout le monde. Et au même moment,
Les gens sont dans des divertissements, les gens sont dans des messages qui découragent ceux qui sont au devant de la lutte malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Comment vous voulez que cette lutte-là marche? Le docteur Maïso a dit que c'est peut-être le problème, c'est une question peut-être de personne. Peut-être je pourrais vous mettre au défi. Si aujourd'hui vous prenez le lead d'une initiative en vous mettant devant pour cette lutte, c'est les mêmes citoyens qui vont se lever pour trouver des pouces sur votre tête. Docteur Maïso est ceci, il est proche du régime, il est vendu, il n'est pas crédible. Et quand vous voyez vos efforts, vous ne serez pas encouragé pour continuer la lutte. Même la radio a été plusieurs fois victime des attaques. Des mêmes citoyens qui devaient les encourager malgré que la radio est en train de donner la bonne information. Aujourd'hui, les médias traditionnels, la radio, les télévisions, nous savons que c'est le régime qui les contrôle. Mais nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux ou dans les contrées les plus reculées. En tout cas, docteur Richard Tidjo, nous on a compris que généralement, ce sont des gens proches du parti au pouvoir qui le font pour nous décourager. Nous, on s'en fout de ces messages-là. Donc, nous, on a compris longtemps, on a très compris que, oui, c'est fait sciemment. Donc, je pense que vous, hommes politiques aussi, vous devez s'en passer de ces messages qui vous découragent aussi, franchement. Non, je ne dis pas que personnellement je suis découragé à poursuivre la lutte. Non, cette lutte-là, je l'ai déjà expliqué, c'est comme un mal qui vous gangrène, vous êtes obligé de vous battre pour pouvoir vous en sortir. Nous allons continuer par faire ce qui nous revient. Nous allons continuer toujours par travailler avec les acteurs de la société civile, les acteurs politiques qui veulent bien travailler. Mais la question de personnes qui se posent dans ce pays-là, nous devons chercher à la régler. Parce que si à chaque fois quelqu'un prend une initiative, je prends l'exemple de Togo Debout, du professeur Dossé. Dossé n'est pas politique, il est de la société civile. Il se bat corps et âme pour mobiliser la société civile, pour mobiliser les gens et faire de la pression sur ce régime afin d'avoir des réformes. Mais combien de personnes arrivent à le soutenir dans cette initiative? Lui n'est pas politique, il n'a pas besoin d'un pouvoir. Si c'est était politique, on allait comprendre. Mais combien de personnes le font? C'est les quelques individus qui seront autour de lui. La majorité est là à critiquer. La majorité est là à le démobiliser. Que ce soit les citoyens qui se disent apolitiques, que ce soit les militants du parti au pouvoir, c'est la désinformation, comme le docteur Maïso l'a dit, et c'est sur les réseaux sociaux que les gens relaient ces informations pour démobiliser au maximum et le régime en profite. Et c'est ce que je dis, est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Puisqu'on est infiltré par le parti, l'autre côté aussi, qui... Oui, c'est fait sciemment, à tel enseigne que les gens même, à un moment donné, se disent, nous sommes fatigués de la lutte. Nous sommes fatigués de contrôle, on préfère se consacrer à notre petit pain. Et ça va. Et ça a été l'une des preuves au niveau des élections législatives régionales qu'on a vu. Le boycott qui s'est passé, on a vu. Les gens ont compris que, bon, à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de continuer cette lutte-là? Qu'il reste et qu'on s'en remette à Dieu. Voilà. Qu'on se remette à Dieu, Dieu fera. On va conclure ce débat. Merci. Docteur Yves Maïso, je pense que vous avez compris maintenant. Docteur Richard Tidjo, alors comment contourner tout cela? Que proposez-vous concrètement par rapport d'abord aux réseaux sociaux? Vous-même, je pense que quelquefois, vous lisez, entre guillemets, quelques bêtises sur des réseaux sociaux. Donc, je ne pense pas que vous les preniez comme si c'est du sérieux. Alors, que doit-on faire concrètement? Comment démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas besoin. Nous recevons 1200 virus tous les jours sur le site de CVU Togo Diaspora. Et l'essentiel de ça vient généralement du système Niasim. Donc vous savez, il faut savoir que la lutte n'est pas que dans les réseaux sociaux. Tous les jours, nous sommes attaqués et nous savons cela. Les réseaux sociaux ne sont que des extensions. Je reviens sur le fond du dossier. Ce qui a été dit qui, moi, me dérange. Si quelqu'un se met devant, on n'a pas besoin de quelqu'un se mettre devant d'abord. C'est ça le problème, je pense, togolais. On veut toujours que quelqu'un soit devant. Qu'il soit de la société civile, on a parlé de Dr Dossé, qu'il soit de parti politique, comme mon co-débatteur ou n'importe quel représentant du parti politique. Il ne faut pas quelqu'un devant. Il faut un projet devant. Il faut un document écrit qui propose une alternative devant. Ce projet doit être donné à des gens pour qu'ils puissent, au plan décentralisé, l'adapter à eux-mêmes. Pourquoi je vous dis ceci?
Parce que quand le document va être adapté, il faut les aider, bien sûr. C'est là où la sensibilisation ou bien l'aide peut intervenir. Ils ont maintenant quelque chose à défendre. Le peuple togolais n'a rien à défendre si vous mettez des individus devant. Quel intérêt quelqu'un qui, au fin fond de Bafilo, au fin fond de Dapaon, va aller choisir telle ou telle personne de la société civile ou d'un parti politique pour le défendre? Si vous faites ce système-là, vous allez tomber dans le système clanique. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Si en plus on achète ces gens-là, ben vous êtes déjà perdu. Puisqu'il suffit d'enlever la personne qui est devant ou que la personne vous trahisse et vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous avez un document et que vous l'avez adapté à Palimé, vous l'avez adapté à Sévier, vous l'avez adapté à Tabligo ou à Dany, où les gens de Dany veulent une canalisation et un pont pour pouvoir circuler, que d'autres veulent des transports pour pouvoir en commun pour pouvoir fonctionner, d'autres veulent ceci. Vous allez avoir donc plusieurs de ces projets de transition aux projets de société qui sont communs à ce groupe d'individus. Et ils vont être obligés de le défendre. Et en le défendant, ils vont se choisir leur prochain représentant, qui a toutes les chances, cette fois-ci, de devenir député. Et ce parti pourra perdre avec le système inique qu'ils ont mis en place. Mais il faut d'abord que les populations aient quelque chose à défendre. Et c'est cette erreur fondamentale qu'a fait et les partis politiques et les organisations de la société civile, en voulant toujours mettre quelqu'un devant. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un devant. Ce quelqu'un devant doit venir pour défendre le projet en question, et ce projet doit être décentralisé pour que les populations se sentent concernées. Et si vous ne défendez pas ce projet, les populations vont vous changer. Ils vont changer quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut changer régulièrement et sur des bases démocratiques. C'est très important, cette nouvelle approche. Mais c'est pas une nouvelle approche, on le dit depuis des années, mais personne ne veut l'écouter. On va vous laisser conclure après. Oui, et aujourd'hui, qu'il y a l'échec, alors tout le monde dit, bon, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Le peuple togolais n'est pas c'est un peuple martyr. C'est un peuple qui a, tout comme tous les peuples, a le droit à l'erreur. Donc, de grâce, laissons ce peuple dans la situation où elle est. Elle a assez donné, hein. On a fait des grèves de 1 année dans ce pays. Et le soutien français n'a pas permis le changement. On avait fait des transitions, ça n'a pas fonctionné. Ça c'est clair. Donc, il faut se poser la question. Il faut qu'on se dise aussi des vérités aussi. Hein. Nous-mêmes, bien sûr. Oui, bien sûr. Le peuple a tant donné. Le peuple a tant donné, mais il faut qu'on se réorganise. Tout à fait. Le peuple togolais est un peuple martyr. C'est un peuple martyr. Aujourd'hui, il faut se prendre, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous responsables de cette situation. Donc, arrêtons maintenant de nous cibler sur un tel a fait ceci, un tel a fait cela. C'est de l'histoire, pour le moment, ancienne, parce que pour le moment, c'est le même régime qui est au pouvoir. C'est le même régime. C'est une dictature qui se décline. Dictature présidentielle, dictature parlementaire, dictature de parti. Ne vous trompez pas là-dessus. Donc, il faut donc lutter contre une dictature. Alors, comment on lutte? Mais il faut pouvoir proposer une alternative. Et il faut attaquer la dictature. Donc, comment vous l'attaquez? Il vous faut un document crédible. Et vous allez chercher des partenaires à l'extérieur. C'est pas à l'intérieur que vous allez les trouver, à moins que les gens de l'armée viennent faire dissension. Mais ils sont tous du même clan, ils sont des mêmes ethnies pour la plupart dans les structures décisionnelles. Et ils ont l'appui extérieur qui leur vient avec les armes, avec des accords secrets qui ont été signés avec la France. Vous voulez vous en sortir comment au niveau national? Il faut donc une structure qui dépasse le cadre national, qui intègre la partie de la diaspora indépendante pour aller chercher des appuis extérieurs. Vous croyez que le Mali, le Burkina et le Niger ont fait comment? Regardez bien la société civile là-bas, comment elle a fonctionné. C'est très important. Mais nous sommes là dans le nombrilisme en croyant que tout va se faire au niveau local. Non, il faut un document écrit, crédible, que nous allons discuter avec des gens. Je vous laisse encore 30 secondes pour conclure ce débat citoyen. Je vous laisse encore 30 secondes pour conclure ce débat citoyen, Dr Yves Garmaïso. La conclusion, elle est toute simple. Nous sommes très ouverts. À tout moment, nous ouvrons le débat. Ceux qui veulent nous contacter, ça vous nous trouvez. Et nous continuons, nous, à préparer un projet de transition politique pour l'alternative à Faure Gnassingbé. Une fois que nous l'avons mis en place, avec toutes les contributions possibles et inimaginables, ce document, nous allons l'utiliser pour pouvoir aller voir des gens qui soutiennent et qui veulent le changement au Togo aussi. Parce que je vous assure que les intérêts que défend Faure Gnassingbé pour les étrangers n'arrangent pas tous les étrangers. Il faut bien le savoir. Donc on va chercher des étrangers qui ne sont pas contents. Et vous serez étonnés que ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez. Et ces gens-là, oui, vont soutenir, vont donner le financement. Je vous rappelle, pour juste l'information, qu'un pays comme l'Ouganda, et je ne citerai pas le pays en Europe, qui a soutenu le Museveni pour devenir président là-bas. Sauf que Museveni n'a pas respecté ce qu'on lui avait dit, 2 mandats, il s'en va, il est toujours au pouvoir. Donc, sachez que vous pouvez avoir des pays de l'extérieur qui peuvent soutenir
pour venir faire votre changement. Mais il vous faut un document commun, un document décentralisé qui s'adapte aux populations et pas des individus qui disent qu'ils sont devant, il faut les suivre. Le Togolais, il est martyr. La Togolaise, elle est martyr. Ce ne sont pas des moutons. Voilà. Et c'est très important. Et votre histoire de dialogue, mettez ça de côté. Dieu ne discute pas avec Satan. Et chacun dira qui est Satan et qui est Dieu dans ce pays. Ce n'est pas la fatalité. Et Dieu ne va soutenir que, oui, le document que vous avez fait qui permet de créer le mouvement. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. En tout cas, merci beaucoup, Dr Yves Kouyabaïso. Je rappelle que vous êtes coordinateur général de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes Togo Diaspora. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen. On va conclure également un débat citoyen, régime parlementaire au Togo. Les Togolais ne pourront-ils plus choisir leur président en 2025? Tout au long de ce débat, on a dit que c'est illégal. Côté droit, c'est illégal. Oui, les Togolais doivent se mobiliser, la société civile, les partis politiques et la diaspora également. Docteur Richard Tinjo, que direz-vous pour conclure ce débat? Vous l'avez dit, les responsabilités sont partagées et les partis politiques, la société civile et le peuple lui-même aussi. Le Togolais lambda doit aussi revoir sa copie, sa manière de lutter aussi. Donc, docteur Richard Tinjo, que direz-vous pour conclure ce débat? Le Togolais doit changer de mentalité. Le changement de mentalité va nous conduire vers une action plus pragmatique. Je prends l'exemple des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont une très belle opportunité pour mener cette lutte-là. Imaginez. Avant de vous laisser continuer, donc vous mettez l'accent, vous mettez beaucoup plus l'accent sur les réseaux sociaux. Bon, nous on n'est pas encore au Togo. Est-ce que Togo maintenant, est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur la mobilisation, la sensibilisation? Vous en êtes sûr? Oui. Je donne un exemple. Tout récemment, il y avait eu l'histoire de Wi-Fi Zone avec Togocom qui coupait les lignes n'importe comment. Vous avez vu la manière dont les influenceurs, les blogueurs, les jeunes sur les réseaux sociaux ont essayé de mettre la pression et ça s'est arrêté. C'est maintenant Togocom qui court après les gens pour leur demander de venir revoir le contrat pour reprendre leur ligne. Ça veut dire qu'il y a eu un effet sur eux. La plupart de ces responsables politiques, la plupart des acteurs de ce régime-là sont sur les réseaux sociaux. Ils ont leurs membres, ils ont leurs militants, ils ont leurs proches. Eux-mêmes, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils narguent les gens parfois même en dansant, faisant des choses pour narguer le peuple. Imaginez que tous ces citoyens-là se mettent en utilisant les réseaux sociaux pour leur mettre la pression. Ils vont changer de comportement, ils vont changer leur façon de gouverner. La Constitution, là, la Constitution, la 5e République dans laquelle nous sommes en train de rentrer, où nous sommes en train, on ne sait pas. Vous regardez les quelques jeunes qui ont essayé de faire des constats à partir de cette Constitution-là. Qu'est-ce que ça leur a coûté? La prison. Ça leur a coûté la prison. Ils ont retrouvé la liberté. Justement, c'est hier. La liberté. La liberté, mais au même moment, ce qu'ils ont fait, ça veut dire que les jeunes ne sont plus prêts à parler de la politique, à parler du pays, de ce qui ne va pas. En tout cas, non, on a suivi, les jeunes ont continué, au contraire, les courageux ont continué de critiquer Fonia Sigbe, franchement. Oui, mais courageux, ici, ce que je dis, pour que cela ait un effet, il faut que ce soit la majorité des citoyens qui occupent les réseaux sociaux et qui en parlent suffisamment pour mettre la pression sur ce régime. Si c'est les quelques individus, ils vont réussir par les étouffer comme ce qu'ils nous font, nous qui sommes des politiques, ils nous étouffent parce qu'ils savent que vous n'êtes pas nombreux, ils vont vous étouffer par tous les moyens. Et ils auront toujours le devant, ils auront toujours l'avance sur vous. C'est pour cela qu'il faut mettre de la pression, il faut utiliser ces réseaux sociaux-là pour leur mettre de la pression. Je ne dis pas d'aller dénigrer, je ne dis pas d'aller insulter, mais de débattre des questions. Tous ceux qui sont des influenceurs-là doivent prendre la question du Togo en main et en parler. Vous allez voir le changement qui pourra arriver. Nous sommes à l'ère de TIC. Vous ne pouvez plus contrôler les informations qui vont à la vitesse de la lumière. Dans les coins les plus reculés, les hommes ont des TikTok, ils ont le WhatsApp, ils vont écouter ce qui se passe. Mais si nous continuons toujours pas à laisser la politique à quelques personnes, ça ne va pas marcher. Le régime aura toujours de l'ascendance sur nous. Je crois que le Togolais doit changer de mentalité. On doit éviter de dire que moi je suis la politique, moi je ne fais pas la politique, non, il faut que les partis politiques... Et on est des donneurs de leçons. Les Togolais sont des vrais donneurs de leçons. Mais la plupart ne sont pas actifs pour agir. On donne des leçons, mais on n'est pas prêt à l'action. Quand on demande, venez, nous allons faire ceci, vous allez vous retrouver seul dans la rue, vous allez vous retrouver seul dans une action,
Et finalement, quand vous vous retrouvez seul, c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de vous, que vous n'avez personne derrière vous. Dans cette situation-là, comment on peut mener une lutte si nous ne prenons pas conscience de nos comportements, de la manière dont nous devons contribuer pour que le pays la change? Il faut que nous changions de mentalité. C'est la seule condition pour que la lutte là aboutisse. Le docteur Amaïzo dit, oui, il faut faire un document. Combien de documents les gens n'ont pas produits dans ce pays-là? Combien de documents les gens n'ont pas produits? Je donne un exemple, c'est de GRLA. Combien de dialogues on n'a pas fait pour sortir des accords? Est-ce que ce régime-là applique? Ce régime-là n'est pas prêt à appliquer quelque chose parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les opérateurs économiques, ils ont l'armée, ils ont l'administration, ils ont la chefferie traditionnelle, ils ont les médias traditionnels sous leurs mains et ils jouent comme ils veulent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce régime que nous avons, ça veut dire que nous ne pouvons plus espérer grand-chose si les citoyens eux-mêmes ne commencent pas à occuper les réseaux sociaux pour dénoncer la manière dont le pays est géré. C'est la seule alternative. Si on veut sortir sur le terrain pour faire des meetings, ils vont vous empêcher. Si vous voulez faire des manifestations, ils vont trouver des choses pour vous empêcher de le faire. Et si vous insistez, c'est qu'ils vont vous utiliser, vous savez, les 3 armes qu'ils utilisent, soit l'exil, soit la prison, soit la mort. Et donc, c'est ce qui fait que le Togolais, il est terrorisé, il préfère ne plus se prononcer en politique et rester dans son coin. Et laisser tout à Dieu, que Dieu fasse les miracles pour que ça change. Dieu ne fera aucun miracle si nous-mêmes nous ne commençons pas à travailler. Si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de ce que nous devons faire, Dieu ne fera absolument rien. Depuis combien de temps nous avons commencé par crier Dieu, Dieu? Le peuple d'Israël s'est libéré simplement par Dieu. Ils ont travaillé. Ils se sont battus. Et Dieu leur a accompagné. Dieu leur a accompagné. C'est ce que le Togolais doit faire. Merci. Merci. Mais il faut commencer par travailler. Il faut commencer par agir. Que tu sois de l'administration, que tu sois chômeur, que tu sois opérateur économique, que tu sois simple citoyen, tu dois aussi faire ta part dans cette lutte-là. Sinon, la situation ira de mal en pire et c'est le pays qui sera en lambeau et la minorité va continuer toujours pas profiter. Merci, Dr. Richard Tidjo. Et la majorité va profiter de la misère. C'est pour ça que Karl Marx disait, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Si nous ne nous unissons pas parce que nous sommes tous des vulnérables, c'est que la minorité va continuer toujours par nous imposer ce qu'elle veut et on n'en pourra absolument rien faire. En tout cas, Dr. Richard Tidjo, merci d'avoir parlé sans langue de bois dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et La Voix du Peuple sur Radio Avolete. La voix de la résistance du peuple togolais dans ce débat. Régime parlementaire au Togo, les Togolais ne pourront-ils plus choisir leur président en 2025? C'était le débat. En conclusion, nous devons nous mobiliser et changer de mentalité. Il faut une conscience individuelle qui doit nécessairement